Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on se parle de mes lectures du mois de juillet. Alors, j'ai commencé le mois de juillet avec le premier tome de la série Psy Changeling de Nalini Singh. Le premier tome, c'est Esclave des sens. Donc, cette série, c'est une des séries préférées de Karine la bouquineuse. Donc, il paraît qu'il fallait qu'on lise les 3 premiers pour vraiment avoir une bonne idée de ce qui se passe dans cette série-là. Donc, je m'attendais peut-être à ce que les premiers tomes soient plus rocailleux, mais j'attends impatiemment le 3e. Donc, dans ce premier tome de série, on va suivre 2 personnages, soit Lucas, je sais pas comment dire, Lucas, et Sacha. Je sais jamais s'il faut que je les dise en français ou en anglais. Donc, Lucas, c'est un homme changeling, donc il peut se transformer en panthère. Et Sacha, c'est une psy. Donc, les psys, ils ont des capacités mentales assez impressionnantes, mais ils ont surtout une caractéristique que ça fait plusieurs années que leurs émotions ont été annihilés. Donc, les psys ne réagissent plus comme des humains, ils réagissent un peu comme des robots sans émotion. Et bien sûr, dans ce livre-là, il va y avoir la rencontre de Lucas et de Sacha. En fait, l'un et l'autre veulent un petit peu en savoir plus sur l'autre. Et ça va pas se passer tout à fait comme ça. Il va y avoir une petite fascination entre les 2 personnages, mais c'est pas quelque chose qui devrait arriver parce que, premièrement, ils ne sont pas du même clan. Deuxièmement, les psys ne sont pas censés avoir des émotions. Et troisièmement, il y a un contexte politique assez grave autour d'eux. Il y a eu plusieurs meurtres et les changelings en veulent pas mal beaucoup aux psys. Donc, une union entre ces 2 peuples-là, ça serait vraiment pas un temps idéal pour que ça arrive s'il y en a déjà eu un. Qu'est-ce que j'ai pensé du premier tome? En fait, je suis embarquée au début, puis je m'attendais vraiment pas à ce type un petit peu cliché de littérature là, du début des années 2000. Puis après ça, je me suis adaptée, mais tu sais, je lis très peu les 4e de couverture, puis même lorsque je les lis, je m'écoute pas moi-même. Donc, je suis embarquée là, puis il y avait vraiment des trucs un petit peu clichés, là, la fille qui a pas d'émotion, sa mère qui est dans le conseil le plus haut placé, tu sais, c'était comme des trucs qui sont très faciles, très vus dans le type de série de fantasy en général. Une fois ceci dit, ben après ça, j'ai quand même passé dessus, puis j'ai commencé à lire pour vrai. Ça m'a pris du temps à embarquer, je trouvais qu'il y avait une certaine lenteur. Le livre nous disait qu'il allait se passer beaucoup de choses, mais il se passait pas grand-chose. Donc il y avait tout le temps cette promesse que ça allait arriver, puis j'avais l'impression qu'on prenait vraiment beaucoup de temps à expliquer et à réexpliquer des concepts qui, j'imagine, doivent être importants, mais qui étaient quand même, somme toute, faciles à comprendre. Donc, il y avait comme une certaine lenteur. Et puis, à un moment donné, je me suis demandé si j'allais être capable de le terminer parce qu'il y avait cette lenteur qui faisait en sorte que j'étais comme essoufflée là, de tourner les pages puis de continuer. Il y avait comme pas vraiment de but à tout ça. Ça allait pas vite. Éventuellement, à peu près à la moitié, là, finalement, j'ai embarqué, puis ça a passé, puis il y a un petit peu plus d'action qui est arrivée, mais très peu, parce que je vous dirais que la finale s'est terminée assez rapidement. On a découvert le poteau rose, ça a pris une page, schlac, tout ça pour ça. Donc, il y avait quelque chose de très expéditif pour un livre qui prend autant son temps. Je sais pas si c'était pour planifier les autres ouvrages, je sais pas pourquoi nécessairement? Donc, j'ai été un peu surprise. Il y a aussi cet aspect romance, érotisme entre nos 2 personnages principaux, forcément. Ça me dérange pas, je peux pas dire que j'étais particulièrement dans le mood pour ça à ce moment-là, mais ça vient de moi. Par contre, l'aspect érotisme avec un homme panthère, ça, à certains moments, j'étais un peu mal à l'aise. La zoophilie, c'est peut-être pas ce qui me plaît le plus, surtout lorsqu'il y avait l'acte en branle et que la panthère voulait comme apparaître ou prendre plus de place, puis là, j'étais comme, ah, ça me plaît pas tant que ça. Donc, je sais que les autres tomes, c'est jamais le même couple. Ça, c'est quelque chose qui me fait affreusement peur, parce que dans les livres, j'ai tendance à aimer des personnages puis à avoir de la difficulté à changer de personnage à chaque fois. Là, ça n'a pas été nécessairement un duo qui m'a renversé. Est-ce que ça va aider pour la suite? Je vous le dirai rendu là.
Par la suite, ben, j'ai lu des livres pour ma vidéo d'énéagramme que vous avez déjà vu ou sinon vous allez la voir si ça vous intéresse. Mais j'ai lu, en fait, la dernière lecture que je m'étais planifiée de Marie Demers, mais en fait, c'est pas la dernière. Je me suis rendu compte qu'elle a publié un livre qui s'appelle In Between. Je pense que c'était son premier livre adulte. Malheureusement, j'ai lu Les Désordres amoureux qui était aussi son deuxième. Puis je trouvais pas qu'elle était au sommet de son art, donc je pense pas que je vais prendre le temps de lire In Between. Je vais laisser ça comme ça à 5 livres que je voulais lire de Marie Demers et ça va être comme ça. Donc, Tinderfucker, c'est comme une mini-nouvelle de 25 pages. C'est minuscule, ça se lit en vraiment pas longtemps. Tu t'assois, tu l'ouvres et c'est terminé. Ça parle en fait de Tinder, donc cette application que j'ai moi-même essayée et en fait c'est là que j'ai rencontré mon mari, mais j'ai vraiment été la personne la plus chanceuse au monde parce que j'ai fait une rencontre Tinder puis c'était terminé. Donc dans cet ouvrage-là, on a la perspective de deux personnes qui s'en vont en date Tinder, deux perspectives ma foi, ultra différentes. On commence avec la perspective du garçon, puis par la suite, on va voir la version des faits de la fille. Et je ne veux pas nécessairement vous en dire trop, mais tu sais, il y a des choses qui vont se passer dans cette petite rencontre. Et la fin était assez surprenante. J'ai bien aimé ça. Surtout la tournure que c'est la fille qui a terminé le livre. C'est pas très long, c'est assez divertissant malgré tout. Juste pour la fin, je trouvais que c'était pas mal bonbon. Vous remarquerez que ma bibliothèque est pas mal vide. C'est parce que j'ai commencé à faire des boîtes pour le déménagement qui va être à la fin du mois d'août. Donc, continuons de parler de mes lectures du mois de juillet. J'ai lu le livre L'enfant de l'été de Diane Chamberlain. J'ai lu plusieurs livres de cette autrice. Elle écrit les dynamiques familiales comme personne d'autre. Ce livre-là, dans le temps qu'il y avait la Booktubeuse Québec Petite Bulle, elle l'avait lu et je savais que je l'avais dans ma bibliothèque et que c'était juste une histoire de temps pour que je le prenne. Donc, dans cette histoire-là, on suit... En fait, c'est passé une situation, il y a un enfant qui a été retrouvé sur le bord de la plage, un enfant naissant, qui a été retrouvé par une petite fille, et on ne sait pas c'est qui sa mère, on ne connaît pas ses parents, mais la famille qui l'ont trouvé, dans le fond, la famille de la jeune fille qui l'a trouvé, ont décidé de l'adopter. Donc, 22 ans plus tard, Shelly aimerait vraiment savoir qui sont ses parents biologiques. Ça semble être des informations que quelques personnes connaissent, mais il y a vraiment une culture du silence autour de tout ça. Il y a personne qui veut rien dire. À toutes les fois que quelqu'un qui veut en savoir un petit peu plus, on dit rien, on se dit de mêler de ses affaires, que ça donne rien de remuer le passé. Donc, il y a quelque chose de très étrange par rapport à tout ça. Ça se passe dans une toute petite ville, Kill Devil Hills, et c'est un journaliste, quelqu'un qui fait des reportages d'enquête justement sur des histoires vraies et qui découvre la vérité sur certaines situations. Il a habité dans cette ville-là au moment de la découverte de l'enfant, de Shelly, et maintenant il fait des reportages, donc 22 ans plus tard, ben revenir dans sa petite ville puis résoudre ce mystère jamais résolu, ça lui tente fortement, surtout que la principale intéressée, Shelly, veut en savoir plus. Donc c'est un petit peu, en gros, l'atmosphère et le contexte de cette histoire-là. Ce que Diane Chamberlain fait beaucoup, c'est des relations familiales. Donc, on suit la famille de Shelly qui habite avec Daria, puis elle a une autre sœur. Donc, on voit leur dynamique familiale. Certaines personnes ont des perceptions et au fur et à mesure, ben, ces perceptions se défont. C'est une enquête policière sans police, mais c'est quand même ça que ça s'appelle. Donc, c'est le journaliste là, qui fait sa petite enquête pour découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé le jour de la naissance de Shelly, qui sont ses vrais parents. J'ai beaucoup aimé, ça se lit assez rapidement, assez facilement, on embarque bien dans les écrits de Diane Chamberlain, puis dans les dynamiques familiales, on comprend bien tous les enjeux, on change aussi de narration tout au long du livre, ce qui nous permet d'avoir plusieurs perspectives et pas
pas juste de celle que trouvait le petit bébé de Daria. Donc, on a l'impression d'avoir beaucoup d'informations, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais Diane Chamberlain a quand même plus d'un tour dans son sac. Il y a quelques petites choses que je vous dirais qui m'ont déplu. C'est sûr que c'est un livre de 2000, donc forcément, il a 22 ans. Il est pas récent, il y a des choses qui ont mal vieilli, des manières de dire les choses. Il arrive très souvent que dans les livres de Diane Chamberlain, il y a des personnages avec des différences. Ici, Shelley, elle a une déficience qui me semble assez légère, là. Elle est pas quantifiée, mais c'est sûr que la manière que c'est abordé, c'est pas toujours très 2022, et même si à la fin on se rend compte que ses intentions sont louables et que son but c'est de démontrer qu'il a beaucoup plus de capacités que les autres personnes lui en donnent, c'est quand même fait d'une drôle de façon pour nos yeux d'aujourd'hui. Et ça, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est il y a une situation qui va se passer, un accouchement, puis je veux vraiment pas trop vous en dire parce que c'est quand même un bon divulgateur, mais il y a une pression qui est faite sur la personne qui va accoucher, puis j'ai détesté ce moment-là. Je suis pas certaine de qu'est-ce que l'autrice voulait dire par rapport à ça. J'ai l'impression qu'elle ressentait vraiment que c'était la bonne chose à faire, mais c'est rementionné un petit peu après, mais brièvement, puis c'est juste un personnage qui dit « Ah, j'aurais peut-être pas dû laisser ça aller. » Mais j'ai pas aimé ça, là, ça m'a pas plu. Donc au final, tu sais, c'est une bonne lecture, c'est pas ma lecture préférée de Diane Chamberlain, mais j'ai bien apprécié le moment. Le samedi 15 juillet, j'ai fait un 24 heures lecture avec plusieurs personnes sur Instagram, mais au départ, c'était jumelage avec Sylvain Desmentiers. Donc, j'ai commencé avec Sport et divertissement de Jean-Philippe Barry-Guerrard. J'adore la plume de cet auteur-là. J'aime d'amour cette personne-là. Toutes les fois que je le vois en entrevue, je capote à quel point je l'aime. D'ailleurs, faire un petit shout-out à la communauté Booktube Québec. Hello Kimi a fait une entrevue avec Jean-Philippe Barry-Guerrard et elle vaut le détour. Donc, sport et divertissement, c'est vraiment pas un de ses plus récents. En fait, c'est son premier roman. Il y a eu d'autres choses avant, là, des pièces de théâtre et tout, mais je pense que c'est son premier roman. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. On suit une comédienne blasée qui est au top du succès, ça va bien ses affaires, elle fait pas mal d'argent, donc elle peut se permettre d'être désagréable, d'être condescendante, de faire très peu de travail, et malgré tout, ça va bien d'être très direct, d'être plus ou moins fine avec les gens autour d'elle, d'avoir une vie assez olé olé, sex, drug and rock and roll. Donc c'est ça qu'on suit dans ce livre-là, sa vie, tu sais, tout simplement très normale, mais elle a vraiment pas une vie qui ressemble à la mienne en tout cas. Donc, c'est un milieu que j'ai beaucoup aimé suivre. J'avais l'impression que c'est un de ses personnages les plus antipathiques, mais on dirait que c'était tellement bien expliqué de pourquoi elle est comme ça, en fonction de tout ce qui se passe autour. Elle a plein de pouvoir, elle a plein de succès, ces choses vont bien, la popularité au coton. Donc, elle se permet de la drogue, elle se permet des relations sans lendemain. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai dévoré, ça s'est lu super rapidement, puis je pense que c'est mon préféré de Jean-Philippe Barry-Guerrard, mais c'est peut-être plus par rapport à la thématique, puis au fait qu'il est allé vraiment loin avec la personnalité de ce personnage-là. Tu sais, je sais qu'il y a d'autres personnages écrits par Jean-Philippe Barry-Guerrard qu'on dit parfois qu'ils sont antipathiques, mais j'avais vraiment ressenti plus les deux côtés, tandis que elle, je l'ai vraiment trouvée exécrable, mais super intéressante à suivre. Donc ça, c'était pour Jean-Philippe Barry-Guerrard avec Sport et divertissement. J'ai enchaîné dans cette journée de 24 heures lecture avec Sauve-moi comme tu m'aimes d'Annick Poitras. Donc pas dernier, là, 2 étés, j'avais relu, en fait, la série, le roman de Sarah, qui commence par La lumière blanche, d'Annick Poitras. C'est une série que j'avais lue lorsque j'avais 11 ans, puis je savais que la fin, je l'avais pas trop compris à l'époque, donc je voulais voir qu'est-ce que ça allait être pour moi en tant qu'adulte, et j'avais beaucoup aimé, j'avais mieux compris certaines choses parce que les derniers tomes m'étaient plus adultes, donc aujourd'hui, ça me permettait de mieux comprendre ce qui se passait, et j'avais vu qu'il y avait un autre roman, en fait, c'est comme un tome copain, Mandoline, qui est un personnage de la série, là, du roman de Sarah. Elle a un petit peu, très peu, mais ici, c'est vraiment son histoire à Mandoline, puis elle a vraiment un parcours assez différent de celui de Sarah.
Donc, il y a aussi une trame musicale, si ça vous intéresse. Moi, je suis pas capable de lire et d'écouter de la musique en même temps, mais si ça vous intéresse, si vous êtes capable, c'est une petite information qui peut être intéressante pour vous. Donc, Mandoline, c'est ça. Elle a eu une enfance, ma foi, pas super facile, un père qui est disparu, elle-même, elle a commencé à avoir des comportements toxiques pour elle-même, des comportements autodestructeurs, elle a été danseuse nue, elle a fait beaucoup de drogue, il y a beaucoup de personnes qui ont abusé de son corps lorsqu'elle était intoxiquée, lorsqu'elle était au plus bas fond. Donc aujourd'hui, elle est en rémission, elle est en train de se remettre de tout ça. Elle est retournée à l'école, ça commence comme ça là au début, puis elle fait des choix là, pour se sortir un petit peu là, de ses comportements autodestructeurs et du pattern qu'elle a eu durant plusieurs années. Donc vous comprendrez que c'est pas un roman super facile, son passé est lourd et on ne peut échapper à notre passé. Il faut l'accepter, il faut parfois le confronter. Et donc là, elle va rencontrer quelqu'un qui est intéressant, qui est vraiment bien, qui pourrait être la bonne personne pour elle, mais elle a tous ses traumatismes derrière elle. Puis à chaque petit pas qu'elle fait devant, elle en fait aussi parfois plusieurs par en arrière. Donc ça va être vraiment ce parcours-là. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense même que je l'ai préféré au roman de Sarah. Il est deep, il est profond, il est difficile, puis il fait pas de cadeau, tu sais, dans le sens que c'est pas facile le parcours d'une personne qui a eu une vie comme ça, et ça sera pas facile le parcours de Mandoline non plus. Donc on la voit avoir du trouble, on la voit essayer, puis parfois retourner dans ses vieux patterns. On la suit, on veut tellement qu'elle s'en sorte, on voit les belles possibilités, puis elle est si proche, mais c'est vraiment pas tout le temps facile. Donc, c'est un ouvrage bouleversant, mais faites attention s'il y a des sujets qui peuvent vous confronter. Comme j'avais terminé ces deux lectures-là pour 24 heures lecture assez rapidement, j'ai décidé d'en lire plus. Donc, je suis allée avec des petites lectures malgré tout. J'ai relu du Jean-Philippe Barry-Guérard, mais cette fois-ci, pour la première fois, une pièce de théâtre. Donc, La singularité est proche. C'est un ouvrage, au départ, je vais vous dire, il faut que vous continuez parce que vous comprendrez pas trop ce qui se passe au début. En tout cas, moi, c'était le même. Mais en fait, on parle plutôt de cet aspect de la vie infinie. Cet aspect de l'homme qui veut tout le temps vivre plus longtemps, les conséquences de tout ça. Donc, on est dans une société où qu'on peut avoir la possibilité de vivre jusqu'à l'infini, et la majorité des gens font ce processus-là. Et dans le processus, il y a aussi une altération de la mémoire, il y a une altération de nos souvenirs, on garde l'essence de qui nous sommes, mais en même temps, il y a des modifications pour que ça soit plus agréable et plus joyeux et qu'on soit une certaine meilleure version de nous-mêmes. Et il y a certaines personnes qui ne veulent pas du tout faire ces transformations-là, mais ils sont très peu. Donc, ça va être une réflexion autour de tout ça. Ma foi, c'est assez intéressant. C'est des sujets que j'aime beaucoup explorer. Et Jean-Philippe Barry-Guérard le fait super bien. Mais comme je vous dis, il faut vous passer les premiers chapitres parce que, les premières scènes, parce qu'au début, on est vraiment très confus de ce qui se passe. J'ai continué avec le livre Soldat Peaceful de Michael Morpurgo. C'est dur les deux A. Morpurgo. Je pense que c'est français. Ah ouais, non, c'est en anglais. Morpurgo. Morpurgo? Je sais pas comment dire ça. C'était une suggestion de Salomé, les bibliopholies de Salomé. Entre autres, c'était son anniversaire, le 20 juillet. Là, j'étais comme, j'ai fait plusieurs vidéos pour les anniversaires, puis je trouvais ça vraiment plate de détester des livres, puis de les lire pour l'anniversaire de quelqu'un. Fait que j'étais comme, on verra, ok? Donc, l'histoire de Soldat Peaceful, en fait, Peaceful, c'est leur nom de famille. C'est l'histoire d'une petite fratrie. C'est deux frères, Tomo et Charlie. Je pense que c'est ça, ouais. Tomo et Charlie, on part de leur tendre enfance. Il va se passer un drame qui va peser assez lourd dans la vie de Tomo. Puis après ça, on le suit avec son frère à l'école. Tomo qui était plus jeune. Puis il y a comme une petite fille qui rentre dans leur petit groupe. Donc ils font les 400 coups lorsqu'ils sont enfants. Par la suite, l'adolescence, c'est autre chose. Ils sont un petit peu plus séparés. Il y a les premiers amours et tout ça qui embarque. Donc même si les frères sont encore très très proches, ils ont
sont quand même des réalités un petit peu différentes. Puis éventuellement, ben, il y a le travail, puis la vie un petit peu plus adulte. Et ben, c'est dans un contexte de la Première Guerre mondiale, donc forcément, ils vont être envoyés pour combattre pour la Première Guerre mondiale. Je ne savais pas grand-chose de ce livre-là, mais j'avais vu Salomé brailler sa vie dans un vlog, donc je me disais que ça allait pas être super joyeux, et peut-être que ça a fait en sorte que j'ai pas voulu trop m'attacher parce que je me disais, pas envie d'être blessée, moi, je sais que ça va être tough, fait que garde une certaine distance émotionnelle, puis lorsque ça va arriver, tu vas être comme, ouais, c'est ça. Tu sais, forcément, tout ce qui est autour de la guerre, c'est jamais très joyeux. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Par contre, suivre les deux frères et tout ça, c'était super bien écrit. On tournait les pages, j'avais envie d'en savoir plus, puis de découvrir tout ça. Surtout qu'au début, c'était écrit d'une perspective d'enfant, puis c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Il y a quelque chose de très naïf, malgré tout. Donc, on passe les pages très rapidement, c'est touchant. Ça pogne le moton, il y a plusieurs choses pas faciles, et ben la fin, il y a comme un enjeu d'injustice, puis tu sais, moi ça c'est une corde sensible, donc ouais, la fin était assez touchante, avec le contexte en plus et tout. Son frère Charlie, c'est un personnage incroyable, d'une bonne humeur et Je connais pas grand personnage comme ça, je connais pas grande personne comme ça, avec une répartie, mais tout le temps comme ben gentil, puis tout le temps correct, il se choque pas, même si la situation est horrible, même si c'est l'enfer, même si c'est injuste, j'en reviens pas de ce personnage-là, c'est vraiment quelqu'un de rafraîchissant. Et ben c'est sûr, tout ce qui est autour de la Première Guerre mondiale, c'est difficile. Tout ce qui est autour des guerres, c'est tout le temps difficile. Ça me fait penser à un livre, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Forcément, c'est sûr que la guerre, dans tous les livres, il y a tout le temps des similarités parce qu'il y a des choses qui sont des faits. Donc, je sais pas exactement c'est lequel qui me faisait penser un petit peu à la fin, les pratiques de soldats. C'est peut-être Max de Sarah Cohen Scully, c'est peut-être celui-là. C'est pas fou là, pendant que je pense. C'est peut-être celui-là. Donc, une autre très bonne lecture. Ça a bien été cette journée de 24 heures lecture. Par la suite, ben, je voulais continuer à faire le ménage un petit peu dans ma pile à lire. Je suis allée avec le Violon noir de Maxence Fermine. C'est un tout petit livre qui se lit, ma foi, assez facilement. On suit Johannes Karelski, violoniste, et puis il va rencontrer un autre homme qui était luthier, puis il va y avoir comme toute une histoire autour de ça, un fameux violon noir. Le violon noir semble avoir une âme assez particulière, puis on va connaître toute l'histoire de pourquoi le luthier a créé ce violon noir-là, et c'est une histoire d'amour fou, et peut-être que en créant cet instrument-là, il a créé aussi une certaine malédiction, qui sait. Donc, c'est ça. C'est difficile d'en dire vraiment plus parce qu'il est très court puis j'ai l'impression déjà de vous en avoir dit beaucoup trop. Mais ça se lit super facilement, donc si vous le voyez, n'hésitez pas. Et on termine avec La contrebasse de Patrick Suskind. Je suis pas mal certaine que j'avais déjà lu cet ouvrage-là. Ah là là, tu sais, la contrebasse, c'était mon instrument de musique au conservatoire. J'ai passé 10 ans au conservatoire, donc ben, la musique a encore des secrets pour moi, mais un ouvrage comme ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est indigeste pour quelqu'un qui a jamais fait de musique, même si c'est quasi indigeste pour quelqu'un qui est pas contrebassiste. On suit un contrebassiste dans ses digressions sur la musique, sur l'orchestre, sur sa vie, sur ce que ça représente. Il y a pas de chapitre, c'est écrit et, tu sais, collé et tout, là. Ça va partout et nulle part. Il parle de différentes pièces pour les contrebassistes, il parle de différentes réalités, de personnalités par rapport à nos instruments. Tu sais, il y a des choses qui sont intéressantes, mais foncièrement, là, globalement, c'est plutôt lourd, même si c'est un livre de 92 pages. Donc, je sais pas à qui je recommanderais ça, mais je pense pas que je le recommanderais tout simplement. Tout est quartier de Marie-Ève Bourassa. C'est une enquête, on suit en fait plusieurs personnages, mais majoritairement Georges Kirouac, un ancien policier qui est devenu détective privé, et son ancien collègue policier qui l'est encore, Raoul Gariepi.
Et ça part pour une raison assez particulière. Depuis qu'il n'est plus policier, la vie de Georges Kerouac n'est pas glorieuse. Donc, il passe beaucoup de temps dans un certain bar. Il aime pas mal une certaine barmaid du nom de Roxy. Et un beau jour, Roxy lui dit qu'elle a fait un film XXX avec une certaine personne. Il aimerait vraiment que Georges Kerouac, en tant que détective privé, retrouve ce film XXX. Avec elle à l'intérieur, parce que c'est... Avec elle à l'intérieur? Avec elle à l'intérieur. Donc, c'est la prémisse de cette enquête qu'on va suivre pendant 400 pages. Je sais pas à quoi je m'attendais de ce livre-là, mais j'avais définitivement des attentes que ça soit une enquête féministe, quelque chose de badass. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais définitivement pas à ça. Et il y a peut-être différents petits concepts qui ont fait en sorte que ça a un petit peu nuit, entre autres l'époque, parce que ça se passe autour des années 1970, donc tu sais, il y avait même pas de femmes policières, c'était même pas tout à fait encore accepté. Donc on est en train de suivre deux gars plutôt misogynes qui passent leur vie dans les bars, dans les milieux des effeuilleuses, voyons, comment ça s'appelle, les bars de danseuses, tout simplement. Donc, tu sais, c'est pas deux hommes très glorieux à suivre, puis en plus, ben, c'est pas leurs meilleures années, il s'est passé une situation, puis là, aujourd'hui, ben, les deux font un peu pitié et sont un peu piteux. Et c'est ça, tu sais, on s'en va là-dedans, dans le milieu XXX, dans le milieu de l'égalité, avec des motards, donc ça a un lien politique, ça a un lien avec la police aussi, puis économique. Je m'attendais à certaines choses, mais définitivement pas à ça. Et les personnages, ben, ils sont pas super attachants. Moi, c'est pas des genres de personnages que j'aime tant que ça. Tu sais, au début du livre, j'avais l'impression de suivre des personnages écrits par un homme, là, tellement que c'était vrai, donc d'un certain sens capable de se mettre dans la peau de ces années-là. Mais si vous avez lu le département 5 de Jussi Adler-Olsen, j'avais l'impression d'être avec un protagoniste similaire. Donc, j'étais vraiment un peu surprise. En termes de personnages, tu sais, c'est ça. Le fait que j'ai pas vraiment eu d'intérêt pour les divers personnages, ça fait en sorte que j'avais pas d'intérêt pour leur histoire, pour ce qui se passait, pour les up and downs et pour les bévues et pour tout ce qui leur est arrivé en tant que tel. J'avais vraiment pas d'intérêt pour les personnages. L'histoire, c'est quand même basé sur le fait qu'on cherche un film XXX, là. Fait que je peux pas dire que c'est le contexte qui m'émeut le plus ou qui me donne envie de tourner les pages le plus. Donc ça non plus, ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis ben l'aspect politique, forcément, c'est jamais ma tasse de thé. Donc lorsqu'on rentre la politique, les indépendantistes, la FLQ, puis là la police versus le peuple et tout ça, la répression, c'était pas pour moi. Il y avait quand même des belles choses, puis je pense que si ce sont des éléments qui vous parlent, peut-être que ça pourra vous parler, peut-être que c'est un livre que vous allez pouvoir apprécier. Il y a définitivement une différence quant à l'écriture. D'ailleurs, au début, je trouvais ça très fleuri, il y avait beaucoup de descriptions, puis c'était très imagé, chose qui est, ma foi, assez surprenante dans un livre d'enquête policière. Ça clashait un petit peu avec ce à quoi je m'attendais, vu qu'on était rendu dans un certain style, puis mes attentes étaient en train de se modifier. Mais je sais pas trop comment gérer ce livre-là, je sais pas trop comment l'aborder. Moi, je suis un peu déçue, finalement. J'avais des grandes attentes pour ce livre-là, et c'était pas dans la direction que ce livre-là voulait aller, puis c'était pas dans la direction que moi je voulais que ça aille. Donc on a été mutuellement déçus l'un de l'autre. On est rendu à mes dernières lectures du mois de juillet. Donc avant-dernière lecture, j'ai lu Samuel Champagne, son roman Garçon manqué. Garçon manqué, c'est son deuxième roman, donc ça fait plusieurs années qu'il a été publié. En fait, on suit Héloïse qui, depuis sa
tendre enfance, dit à ses parents, à son frère, qu'elle se sent garçon. Elle nomme les choses ainsi depuis sa tendre enfance, mais la réaction de ses parents a toujours été très négative. Ils se disaient que ça allait être une phase, ils disaient d'essayer plus fort. Et donc, au fur et à mesure que cette personne-là, que Eloi, grandit, ben, il vit avec le conflit que sa tête et son corps ne représentent pas la même chose. Il veut même pas vivre la puberté. Il veut pas avoir ces changements-là. Il veut pas avoir le corps d'une femme. Il veut pas avoir les changements qui viennent avec le corps d'une femme. Lui désire être un garçon plus que tout. Et il y a vraiment pas beaucoup de support de sa famille. Donc, ça devient super lourd. Ça devient vraiment oppressant. Et c'est pas facile à vivre. Donc c'est pas avec eux qu'il va avoir le support premier. Comme je vous disais, c'est le deuxième roman de Samuel Champagne, donc je pense quand même que c'est la première fois qu'il a déversé toute son histoire, tout ce qu'il a vécu, toutes les difficultés rencontrées. On ressent vraiment qu'il y a quelque chose de très intime dans ce livre-là, malgré que j'ai lu Trans, qui est vraiment son histoire à lui et qui est pas tout à fait la même chose que Garçon manqué. J'ai l'impression, de ce que je me souviens, qu'il y avait quand même une meilleure acceptation, une meilleure compréhension de la part de sa mère. Je me souviens, son père, il était pas tout à fait dans le portrait, alors qu'ici, on a vraiment des parents butés, là, mais tu sais, un père qui veut rien savoir, qui est méchant, qui est violent verbalement. C'est tellement difficile de suivre le parcours d'Eloi tout au long parce que ses parents sont une source de frustration énorme. Puis, tu sais, on voit que sa mère pourrait être mieux, mais elle prend tout le temps la part de son père, puis en même temps, rien dire dans ces situations-là, c'est aussi pire que celui qui crie. Donc, tu sais, c'est quelque chose de très fragile, c'est quelque chose de super bouleversant, mais je trouve vraiment que c'est super bien expliqué la mentalité des personnes trans, dans le sens de comment ils se sentent dans leur tête, comment ils se sentent dans leur corps, et le fait que c'est pas en adéquation, que quelque chose qui est pas en harmonie. C'est vraiment bien expliqué, puis depuis le début de son enfance, pour Eloi, c'était comme ça. Donc c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, comme tous les ouvrages de Samuel Champagne. Celui-là n'en fait pas exception. Et finalement, ma dernière lecture, mais non la moindre, du mois de juillet, j'ai décidé de terminer une série, en fait une trilogie, Shades of Magic de V.E. Schwab. J'ai lu la brique qu'est Shades of Light. Alors, dans cette histoire qui mélange royauté et monde fantastique, on est dans Londres, mais en fait, il y a 4 types de Londres différents. Donc, ce qui différencie les 4 Londres, c'est la magie. Donc, dans le Londres noir, il y a eu une explosion de la magie. Le Londres noir n'existe plus. Dans le Londres blanc, la magie est omniprésente, même trop, c'est un peu déséquilibré. Dans le Londres rouge, il y a un bel équilibre avec la magie et son utilisation. Et dans le Londres gris, c'est possiblement ce qu'on pourrait dire notre Londres à nous. Donc, il n'y a pas de magie dans ce Londres-là. Et nous, ben, on suit plusieurs personnages, mais plus précisément Kel, qui vit dans le Londres rouge et qui est un Antari, donc il a la possibilité, les pouvoirs de se transporter d'un Londres à l'autre. Et on va suivre aussi Delilah Bard, qui est une fille qui vient du Londres gris, qui ne semble pas avoir de pouvoir magique au départ. Et dans le premier tome, ben, ils vont se rencontrer et il va y avoir plusieurs choses qui vont suivre après ça. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. J'ai encore plus aimé le deuxième tome. J'ai trouvé que c'était plus droit où est-ce que ça s'en allait. Il y avait vraiment une meilleure ligne directrice. On suivait vraiment des étapes claires et nettes. Le premier, il était un petit peu moins clair, ce qui n'empêche pas d'avoir une belle appréciation de ce livre-là, mais dans le premier, je pensais qu'on allait suivre, comprendre les origines de Kel, parce qu'il habite avec la famille royale, mais il n'est pas leur enfant biologique. Mais non, vraiment pas, on n'est pas allé là, pas en tout. Et dans le troisième, ben là, c'est l'affrontement ultime, le vilain, le plus difficile à combattre,
qui met en péril le Londres rouge et c'est vraiment pas facile parce que c'est un adversaire de grande taille. C'est sûr que moi, toutes ces affaires-là de bataille et de combat et de grands vilains, un peu à la super-héros, c'est pas nécessairement ma préférence. Donc lorsque je me suis rendu compte que c'est là qu'on s'en allait, je me suis dit « Ah, ça sera peut-être pas mon ton préféré ». Par contre, ce que j'aime beaucoup de V. Schwab, c'est qu'elle prend le temps de nous parler de chaque personnage, de nous faire vivre leurs histoires, leur schéma narratif à chacun d'eux, et on parcours vraiment le multi-narrateur, même si on se concentre majoritairement sur les mêmes. Donc, il y a comme tout l'environnement, l'atmosphère autour, les personnages, c'est plus que l'histoire en elle-même. Et forcément, ben, l'histoire, elle arrive aussi, on s'implique, on s'inquiète, on veut qu'ils réussissent. Et j'ai terminé le tome, mais j'avais comme de la peine de laisser cet univers partir, terminer. J'ai le premier tome à ma possession, je possède le premier tome, mais je pense que je vais m'acheter les tomes 2 et 3 parce que je vais les vouloir dans ma bibliothèque. Je pense que cette trilogie-là est rendue ma deuxième préférée, ma deuxième série fantastique préférée, mélanger royauté, fantasy, un soupçon de romance. Vous m'avez habituellement. Donc ouais, ça a été vraiment une épopée. J'ai eu des moments où j'étais plus sûre, là, rendue un petit peu avant la moitié, mais on est rembarqué dans le développement des personnages, dans leur histoire, puis dans leur dynamique. Delilah Bard, c'est un personnage que j'aime tellement, une fille mais badass, mais comme vous n'avez jamais vu de fille comme ça. Puis elle a aussi, tu sais, des côtés dans le sens que la raison pourquoi elle est comme ça, c'est qu'elle fuit le confort, c'est qu'elle est tout le temps en fuite de quelque chose, elle reste jamais à la même place, elle se met tout le temps en danger, mais ça fait d'elle un personnage qu'on ne lit pratiquement jamais. En tout cas, pas féminin, ça c'est clair que non. C'est un personnage qui va répondre l'inverse de ce que tous les autres personnages féminins répondraient. Même s'il y a une histoire d'amour autour de ça, c'est pas écrit de la même façon, c'est pas vécu de la même façon de tout ce qu'on lirait ailleurs. Ah, je suis vraiment sous le charme de cette série-là. Et il y a des bandes dessinées qui sont pas la même chose que la trilogie. De ce que je comprends, c'est le père du prince, dans le fond le roi Maxime dans ses jeunes années. Ils sont juste en anglais à ma bibliothèque, ça m'étonnerait qu'elles soient traduites, les bandes dessinées, mais je vais peut-être me lancer pareil parce que je vais juste trop m'ennuyer de cet univers-là. Donc, c'est comme ça que se termine mon mois de juillet, avec malgré tout de très bonnes lectures et un meilleur mois que juin. Je suis contente que la lecture ait réintégré ma vie et que j'ai assez de concentration pour lire pendant des longs moments. Comment s'est passé votre mois de juillet? Est-ce que vous êtes satisfait? Plus ou moins? Pas vraiment? Sur ce, ben, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, écrivez-moi en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!